Bonjour, nous revenons aujourd'hui avec un nouveau chapitre de notre programme du module enzymologie approfondie. Donc, comme rappel, nous avons vu des généralités et des nouvelles notions sur les protéines, les enzymes. On a vu la relation entre la structure et la fonction. On a parlé de l'énergie d'une réaction pour comprendre la notion d'énergie d'activation et d'état de transition qui sont très importants, car c'est ce que fait l'enzyme, il abaisse l'énergie d'activation. On a vu aussi comment l'enzyme agit dans le site actif, ce qu'on appelle les mécanismes de catalyse, les mécanismes moléculaires de catalyse, c'est que ce qui se passe à l'échelle moléculaire, voire atomique, pour justement stabiliser cet état de transition et diminuer l'énergie d'activation. Mais le but, donc dans tout ça, donc diminuer l'énergie d'activation, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer l'accélération d'une réaction. Donc ça va provoquer l'accélération, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'une réaction, le taux d'une réaction, c'est la cinétique enzymatique. Donc c'est notre chapitre d'aujourd'hui, c'est la cinétique. On va étudier la vitesse d'une réaction, donc l'impact du biocatalyseur, l'enzyme, sur la vitesse d'une réaction. Donc, d'abord, les enzymes, on a dit qu'elles accélèrent grandement, énormément les réactions. On a dit qu'elles sont à très faible dose. Pourquoi? Pour répondre au rythme très accéléré du métabolisme, c'est-à-dire des réactions qui se passent à l'intérieur de la cellule. Donc, pour étudier les mécanismes de catalyse, pour étudier les enzymes, plusieurs approches ont été utilisées. On va citer l'approche chimique, donc on va voir les réactions, l'acidité, la basicité, etc. L'approche physique, qui est la thermodynamique, étudier l'énergie. L'approche génétique, on a ciblé les gènes des enzymes, les cloner, etc. Et l'approche bioinformatique qui consiste à modéliser, à prédire les structures et les fonctions. Mais l'approche la plus ancienne pour étudier les enzymes reste l'approche cinétique, c'est-à-dire l'approche de la vitesse, de l'accélération d'une vitesse de réaction. Pourquoi? Parce que la cinétique enzymatique va nous permettre d'élucider les mécanismes, donc de comprendre les mécanismes de catalyse, de comprendre les interactions entre l'enzyme et le substrat, donc les modèles qu'on a déjà vus, et aussi de quantifier, et surtout de quantifier l'accélération des réactions. Donc c'est facile, on parle d'abaissement d'énergie d'activation, on parle de mécanisme de catalyse, mais c'est-à-dire l'abaissement de cette énergie, il va provoquer en quelque sorte l'accélération de la réaction. Mais cette accélération, on doit la quantifier. On doit la quantifier, c'est mesurable. Donc comme définition, donc ça vient du grec qui veut dire la cinétique. On parle de la cinétique qui veut dire kinétikos, donc quelque chose qui est en mouvement, qui bouge. Ça fait référence au mouvement, donc c'est le contraire de l'immobilité, tout simplement. Donc, la cinétique, donc on a plusieurs types de cinétique. La cinétique, c'est tout ce qui change, donc c'est tout ce qui change beaucoup plus en fonction du temps. Donc, on a la cinétique chimique, la cinétique mécanique, la cinétique physique, etc. Donc, la cinétique enzymatique a pour objet de décrire les réactions catalysées par les enzymes en étudiant leur vitesse de catalyse. Donc, quand on parle de vitesse, on parle aussi de taux, c'est-à-dire leur évolution en fonction du temps. Donc, l'évolution de la réaction en fonction du temps, et en réponse au changement des conditions expérimentales ou bien des facteurs environnementaux si on est dans une cellule. Là, nous allons voir un exemple. Donc, maintenant, on doit réfléchir comment l'enzyme, donc grâce à des mécanismes de catalyse, elle va faire quoi? Elle va abaisser l'énergie d'activation. Ça, c'est très bien. Mais comment ça se répercute sur la vitesse? Ça, c'est un exemple. On a utilisé l'exemple de la catalase. La catalase, c'est une enzyme qu'on connaît, c'est une enzyme c'est une hydrolase qui dégrade l'eau oxygénée. Elle dégrade l'eau oxygénée en eau et en oxygène. Donc ce qu'on voit ici, c'est la courbe de l'énergie, donc c'est l'énergie de Gibbs. L'énergie d'activation nécessaire pour la réaction non catalysée sans enzyme, elle est de 76 kJ par mol. En présence de la catalase, l'énergie d'activation, elle est abaissée jusqu'à 30 kJ par mol. Donc cet abaissement, c'est un abaissement, donc on va dire que c'est un peu plus que la moitié. Donc, d'accord, donc c'est un abaissement de l'énergie d'activation. En termes de vitesse, quand on convertit ça en termes de vitesse, la vitesse de la réaction, entre les deux réactions, elle va augmenter d'un facteur de 10 puissance 8. Donc c'est une accélération qui est énorme. Donc
Si on abaisse l'énergie de la moitié, on a un facteur de 10 puissance 8. Donc c'est une réaction qui doit se passer en année, qu'on peut réduire à une réaction en quelques secondes, voire millisecondes. Donc c'est pour voir le pouvoir d'accélération d'une enzyme. Et on va voir à quel moment ça agit. Donc pour étudier la cinétique enzymatique, on doit toujours passer par la cinétique chimique. Donc les réactions enzymatiques, c'est des réactions chimiques, tout simplement. Donc les notions de base, donc la vitesse d'une réaction, elle est calculée comment? Soit selon le réactif transformé, ou bien le produit apparu. Dans notre cas, c'est le substrat et le produit. En fonction du temps. Donc c'est une fonction de temps. Donc le réactif, il va disparaître. Ou bien le produit qui va apparaître. Ça, c'est des concentrations. Donc la concentration du réactif du substrat, elle va diminuer, et du produit, elle va augmenter en fonction du temps. Donc pour faire le calcul, donc la vitesse, c'est delta réactif sur delta, avec un signe négatif, donc moins delta concentration du substrat du réactif sur delta temps, ou bien le delta du produit apparu sur delta temps. Donc le signe, il est négatif pour le substrat ou le réactif parce qu'il va disparaître. Là, ça, c'est les notions de base. Là, on va passer à la loi de la vitesse. À partir de là, on a élaboré des lois. La vitesse, donc les réactions, on a la loi de vitesse, une loi. C'est une équation de vitesse pour une réaction chimique. C'est une équation qui relie la vitesse de la réaction avec les concentrations des réactifs et les paramètres constants. D'accord? Donc, pour étudier la vitesse d'une réaction, on doit connaître la concentration du réactif et les paramètres constants. Les paramètres constants, on va les voir tout de suite. C'est une constante. Pardon. Donc, l'équation, on l'appelle la relation de Van Hoff. N'importe quelle réaction chimique, on va dire c'est la vitesse est égale à K, qui est la constante de vitesse, fois la concentration du réactif. Donc la concentration, on la connaît, elle change, donc elle change, c'est une concentration. Mais la constante, c'est une constante. Pourquoi? La constante de vitesse, ou bien le coefficient de vitesse K, c'est une constante car elle est indépendante des concentrations des réactifs. Et dépend plutôt de la température et de l'énergie d'activation. C'est ça. C'est pour ça qu'on appelle une constante. Donc, chaque réaction, elle a son K, sa constante de vitesse. On va chercher, c'est une constante. Comment on la calcule? On a la loi d'Arrhenius. La loi d'Arrhenius, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que K est égal à A fois exponentielle moins énergie d'activation sur R fois T. Donc, on va expliquer. A c'est le facteur, le facteur de fréquence ou le facteur de collision. Ça veut dire quoi? Ça nous rappelle le premier mécanisme de catalyse. Le mécanisme de catalyse qui va par rapprochement. C'est-à-dire, c'est la fréquence à laquelle les réactifs se rencontrent. Donc le facteur de collision. C'est une question de probabilité. Donc c'est la probabilité de collision entre les réactifs et dans la bonne orientation. Donc son unité, c'est seconde puissance moins 1, donc par seconde. Combien ils se rencontrent par seconde? C'est une question de probabilité. Fois exponentielle moins énergie d'activation sur l'énergie d'activation, donc en kilojoules, sur R. R, c'est la constante de gaz parfait. La constante de gaz parfait, c'est 8,314 joules par mol, etc. Et enfin, fois la température en Kelvin. Donc c'est comme ça qu'on calcule la constante de vitesse d'une réaction. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? En abaissant l'énergie d'activation, par les mécanismes de catalyse, l'enzyme augmente la constante de vitesse. Car l'énergie d'activation là, elle est en exponentielle. Moins exponentielle, en abaissant l'énergie d'activation, on va augmenter le K, on va augmenter la constante de vitesse. Ceci va influer sur la vitesse de la réaction. Donc c'est comme ça qu'une enzyme, elle accélère une réaction. Donc cet abaissement d'énergie d'activation qu'on a vu, comme dans l'exemple de la catalase, de petits abaissements vont provoquer de très très grandes accélérations car l'énergie d'activation là, elle est en exponentielle.
elle est en exponentielle, donc tout ce qui se passe, il va être de l'ordre de l'exponentielle. Très bien. Donc c'est ainsi qu'une enzyme affecte la vitesse d'une réaction. Donc en agissant sur la constante de vitesse de la réaction et pas sur modifiant les concentrations. C'est pour ça qu'on dit, si vous vous rappelez, que l'enzyme, elle n'influe pas, elle n'agit pas sur l'équilibre chimique de la réaction, c'est-à-dire elle ne touche pas les concentrations. Les concentrations, elles sont là, la concentration, elle est là. L'enzyme, elle va plutôt agir sur la constante de vitesse. Donc l'enzyme, là, l'énergie d'activation et aussi le facteur de collision, l'enzyme, son action, elle est là. Et ça va influer, en abaissant l'énergie d'activation, l'enzyme, elle va accélérer énormément la réaction. L'enzyme aussi peut agir sur la fréquence de collision. Donc, la fréquence de collision, plus elle augmente, la fréquence de collision, si elle augmente, donc si on a plus grande probabilité de rencontre entre les substrats grâce à l'enzyme, qui va les rapprocher et les orienter, on va se retrouver avec une constante de vitesse plus élevée, donc une plus grande vitesse. Très bien. Donc là, passons aux phases d'une réaction enzymatique. Donc une réaction enzymatique, on l'a dit, donc elle passe par des phases. Là, on parle de 3 phases. Donc on a une première phase, c'est la phase où chaque molécule d'enzyme, elle va se lier à une molécule de substrat. C'est la formation du complexe enzyme-substrat. C'est un complexe non covalent, avec des types de liaisons qu'on a déjà vues, qui vont jouer pour que l'enzyme et le substrat, ils vont se lier. D'accord? C'est un complexe qui peut se dissocier. Deuxième phase, où l'action catalytique de l'enzyme par des mécanismes de catalyse, de l'enzyme transforme alors le complexe enzyme-substrat en complexe enzyme-produit. Donc c'est là l'apparition du produit, dans la phase 2. La troisième phase, donc c'est la dernière phase, l'enzyme il va se détacher du produit, donc le produit va être libéré, et l'enzyme elle va être recyclée pour faire de nouveaux cycles de catalyse. Dans les réactions, donc comme on remarque, dans les réactions réversibles, le produit il peut redevenir substrat. Donc il va se réassocier avec l'enzyme et entamer la réaction réversible. Très bien. Donc en termes de vitesse, on a là un graphe, le graphe de vitesse et un graphe de concentration. Les deux sont en fonction du temps. D'accord? Ça c'est pour décrire les phases. D'abord la phase préstationnaire, on a 3 phases. En termes de vitesse, on a 3 phases. On a la phase préstationnaire, T0, T1. C'est une phase qui est très brève. La vitesse de la réaction, elle est croissante. C'est la phase où il y a la formation du complexe enzyme-substrat. C'est la première phase. Donc là, on peut voir à quoi ça correspond en termes de concentration. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la vitesse. La deuxième phase, c'est la phase stationnaire. La phase stationnaire, pourquoi la phase stationnaire? Tous les sites actifs sont saturés par les substrats, donc il n'y a presque que des complexes enzyme-substrat. La vitesse de la réaction, elle est maximum. La vitesse, elle est maximale. Et elle reste constante. Donc, il y a une accélération constante. Tant que le substrat est en très large excès par rapport au produit. Il faut le savoir. La phase post-stationnaire, à partir de T2, c'est là, la concentration du produit, elle va augmenter. La vitesse diminue, donc la vitesse, elle commence à diminuer. La courbe, elle commence à se courber. Formation du complexe enzyme-produit. Et là, l'enzyme, le substrat n'est pas en très large excès, donc c'est le produit qui est en excès là. La réaction inverse, elle peut commencer. Là, si elle est réversible, c'est ce qui est souvent le cas, la réaction réversible, donc la vitesse de la transformation inverse devient égale à celle de départ. Donc on est dans une réaction. Donc quand il y a beaucoup de produits, donc l'excès de substrat, il n'est plus là, la réaction inverse, elle va commencer à concurrencer la réaction de départ. Et à un moment, quand les deux vitesses de réaction, elles sont égales, donc à ce moment, c'est ce qu'on appelle le moment d'équilibre. L'équilibre, c'est ce qu'on voit ici. C'est ce plateau. C'est le moment d'équilibre. C'est dans la phase
phase post-stationnaire, à partir de T2. Il y en a qui l'appellent T3. D'accord? Donc on a trois phases. Donc la phase préstationnaire T0, T1, la phase stationnaire T1, T2 et la phase post-stationnaire T2. D'accord? Ça, c'est en termes de vitesse. Là, donc, on va parler de la notion de vitesse initiale. Donc le graphe qu'on voit souvent, quand on parle de la vitesse d'une réaction, on ne parle pas de ce graphe. Ce graphe, c'est la vitesse en fonction du temps. Le graphe qu'on voit souvent, nous, quand on étudie la vitesse initiale, on l'a déjà vu en TD. Donc, le plateau, quand il y a une saturation, donc ce graphe, c'est la vitesse en fonction de la concentration en substrat. Concentration du substrat. Donc, le graphe qu'on est dessiné toujours en mesurant la vitesse initiale. Donc, la vitesse qu'on voit ici, c'est des vitesses initiales. On va voir c'est quoi. C'est les vitesses initiales, c'est la vitesse durant la phase stationnaire. Donc c'est cette vitesse, c'est là, dans ce moment, dans ce temps. Donc c'est la vitesse initiale. Donc on va prendre un graphe, on va dessiner le graphe des vitesses initiales, donc des vitesses en phase stationnaire, en fonction des concentrations au substrat. Très bien. Donc le facteur clé qui affecte la vitesse d'une réaction enzymatique, c'est la concentration de substrat. C'est avec ça qu'on calcule la réaction. L'étude des effets de la concentration du substrat, elle est compliquée parce que la concentration du substrat, elle est en constant changement. D'accord. Mais au début de la réaction, donc durant la phase stationnaire, au début, la première minute, les changements de substrat peuvent être limités à quelques pourcents pour être considérés comme constants. Ça veut dire quoi? C'est que ici, le substrat, il est en très large excès. Il est toujours en large excès ici. Donc, on peut dire que le changement, il est négligeable. Donc, c'est dans cette phase qu'il faut mesurer la vitesse. Donc, on appelle la vitesse initiale. Donc, la vitesse initiale peut alors être explorée en fonction des concentrations de substrat. Mais, comment on fait? Ce graphe, comment on l'obtient? Donc, on doit avoir des vitesses initiales. Le graphe, c'est celui-là. C'est la vitesse initiale, les vitesses initiales en fonction des concentrations de substrat. Donc on voit qu'il y a des points pour dessiner le graphe. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va faire des dosages de la concentration du produit en utilisant différentes concentrations de substrat, comme on l'a vu dans le TD dosage des enzymes. On va utiliser des dosages enzymatiques simples du produit. Donc on va quantifier le produit en utilisant différentes concentrations de substrat. Donc 1%, 2%, 3%, 4%. Et à chaque fois, on va, en fonction du temps, bien sûr, et on va faire le tracé des courbes, des différentes courbes. Temps et produit. Temps et concentration de produit. On va tracer les courbes, et à partir des courbes, la tangente de chaque courbe est égale à la vitesse initiale de cette concentration. Donc, si on prend S1, c'est sa tangente, c'est... Donc là, ce sera 1, 0. Donc, on va toutes les tangentes, donc V01 de S1, V02, V03, V04, et là, on va prendre les concentrations qui leur correspondent. C'est comme ça qu'on obtient le graphe de la vitesse d'une réaction enzymatique. Donc, la question qui se pose, pourquoi utiliser la concentration, la vitesse initiale? Donc, comme je l'ai expliqué, car les concentrations en substrat et produits de la réaction n'ont pas vraiment varié, donc le substrat, il reste au très large excès. La vitesse initiale, elle est maximale et constante, on l'a vu. La vitesse initiale, elle est maximale et constante ici. Troisièmement, c'est une phase de la réaction où un nombre maximum d'enzymes sont liés avec le substrat. Et ainsi, dans ces conditions, l'efficacité catalytique, donc l'efficacité catalytique en termes d'énergie d'activation et de facteurs d'énergie d'activation et de facteurs de fréquence de collision, les deux sont au maximum. Donc l'efficacité catalytique, elle est maximale, ce qui va se répercuter sur la constante, donc sur la vitesse. Donc c'est pour ça qu'on utilise la vitesse initiale pour étudier la cinétique enzymatique.